Donc tu es executive coach, tu es aussi analyste jungienne, tu es conférencière spécialisée dans la prévention et l'accompagnement de l'épuisement professionnel, le burn-out. Tu connais très bien cette thématique. Et puis tu aussi les accompagnes dans les transformations profondes de leur entreprise. Tu es également auteur d'un livre, donc j'ai là, le burn-out, une opportunité de transformation intérieure. Et puis co-auteur d'un autre livre sur les organisations apprenantes, le guide de l'organisation apprenante. Donc on a voulu te questionner d'abord sur ce burn-out que tu as vécu il y a quelques années. Tu as un peu écrit à ce sujet, même beaucoup. Et tu as réussi à le transformer en opportunité. Comment tu trouvais la solution pour y parvenir? Effectivement, en fait, tout dépend du regard que l'on va porter sur ce que l'on vit. Donc, on peut choisir de subir l'événement qu'on est en train de vivre ou de le transformer. Et finalement, la question c'est, est-ce qu'on est en train de se vivre comme une victime de cet événement ou est-ce qu'on accepte de se remettre en question pour regarder la part de responsabilité dans ce qui nous arrive? Donc, évidemment, j'ai choisi la deuxième option. Mais je l'ai choisi parce que c'était en fait pour moi comme une évidence, un peu comme un appel intérieur, plus que comme un choix volontaire, puisqu'évidemment en burn-out la volonté n'existe pas, donc le concept de quand on veut on peut c'est possible, mais pas en burn-out. Voilà. Donc j'ai choisi de ne pas prendre de médicaments parce que je ne voulais pas me couper de mes ressentis. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments, hein. C'est vraiment un choix qui se fait avec un médecin, et moi je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai choisi d'expérimenter, en fait, vraiment de ressentir ce que j'avais à ressentir, simplement parce que j'ai une conviction très profonde qui est que la vie est intelligente. Et que si elle m'amène à vivre quelque chose aussi radical qu'un burn-out, parce que c'est quand même très violent à vivre, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas pu voir ou que je n'ai pas voulu voir. Et j'aime beaucoup ce que dit Jung, ce qu'amène Jung, Carl Gustav Jung, à ce propos, psychiatre bien connu. Il dit qu'en fait, ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire que si à l'extérieur je vis un chaos, je vis une perte de sens dans mon job, ça veut dire qu'à l'intérieur, je suis déjà dans un chaos et je suis déjà dans une perte de sens profonde. Et c'est effectivement ce qui se passait. Et j'étais curieuse, c'est peut-être pas le terme, c'est bizarre, mais il y avait au fond de moi, je crois, c'était lié à cet appel, cette curiosité de dire, voilà, c'est ça que j'ai envie d'explorer. Qu'est-ce que veut dire ce chaos? Qu'est-ce que veut dire cet événement de vie? Et c'est cette volonté d'expérimentation, en fait, qui est un peu chevillée au corps, je dirais, qui fait que j'ai pu vivre ce temps de burn-out, malgré la difficulté que ça représente, comme un temps d'accélération de ma transformation intérieure, en fait. Alors, peut-être je préciserai un point, c'est que quand on parle de burn-out, il faut savoir quand même qu'il y a 30 à 40% de rechute, donc c'est assez important. Et je crois que, effectivement, si on fait l'économie de regarder ce qui est en train de se passer pour nous, de ce que la vie a à nous raconter, de ce qu'on doit voir, à ce moment-là, comme la vie est intelligente, elle va s'organiser pour nous représenter un événement qui peut avoir une forme différente, hein, ou la même forme dans un job différent, et qui va nous confronter à nouveau à ce mur, si on n'a pas regardé de quoi parlait le premier mur qu'on a pris avec un burn-out, qu'on a risqué de prendre si on s'est arrêté juste avant. Alors, on est intéressé, hein, bien sûr, des ressources que tu as trouvées. On parle de routine énergisante, on a beaucoup parlé de routine énergisante lors de nos conférences et dans notre publication. Pour toi, quels ont été les remèdes, peut-être pendant et surtout après, et tu parles de rechute aussi, quand tu sens que peut-être tu as une faiblesse, un manque d'énergie, quelles sont tes ressources? Merci. Effectivement, on peut parler de routine pendant parce qu'avant, en fait, on est dans le déni. C'est-à-dire qu'on est dans un tel niveau de focalisation sur ce qu'on est en train de faire, submergé de boulot, hyper investi, etc. Donc, on n'est pas du tout en mesure
de mettre en œuvre, ou pas suffisamment, en tout cas, des routines énergisantes. Mais dès qu'on a pris le mur, finalement, et qu'on se retrouve un petit peu en mille morceaux au pied de ce mur-là, alors on peut regarder ce qui se passe. Et c'est, à mon avis, très important de mettre en œuvre très rapidement, de mettre en place très rapidement des routines ou des actions. Et je dirais que la première action à mettre en œuvre, c'est de se reconnecter à quelque chose qui nous anime, qui nous fait du bien, qui a du sens pour nous, qui nous fait plaisir. Moi, en l'occurrence, j'avais un tel rythme infernal que je prenais plus le temps de lire, j'adore ça, je prenais plus le temps de peindre, j'adore ça. Donc, quand je me suis retrouvée en burn-out, j'ai recommencé à lire. Donc Jung, évidemment, la physique quantique, évidemment, on en dira le mot tout à l'heure. Et bien sûr, en début de burn-out, on est totalement épuisé, physiquement, psychiquement, nerveusement, psychologiquement, mentalement. En fait, c'est l'épuisement total. Donc, concrètement, je lisais quelques pages, et puis je dormais. Et puis je relisais quelques pages, et puis je dormais. Mais ça n'a pas d'importance, parce que le temps que j'avais de disponible me reconnectait à mon sens, à moi, à ce qui avait du sens pour moi. Donc ça, c'était vraiment très important. Et la deuxième chose qui est, à mon avis, absolument essentielle à lancer dès qu'on se retrouve en burn-out, c'est d'être accompagné. Donc, il n'y a pas de voie unique, hein. Chacun va trouver son type d'accompagnement, celui qui est pertinent pour lui ou pour elle. Moi, ce que je trouve puissant, c'est un accompagnement double. C'est-à-dire un premier type d'accompagnement qui permet une verbalisation de ce qu'on est en train de vivre. En l'occurrence, me concernant, c'était l'analyse jungienne, puisque j'avais découvert en creusant Jung que les rêves sont la porte de l'inconscient. Donc je me suis dit, l'inconscient, lui, il n'est pas perturbé par ce que va raconter le mental. Donc si j'arrive à décoder les messages de l'inconscient par la symbolique des rêves, alors j'irai plus clair sur ce qui correspond à mon essence, ce qui correspond à ce que je porte profondément. Donc, mais ça peut prendre d'autres formes pour d'autres personnes, hein. Je trouve simplement intéressant de verbaliser ça. Et le deuxième type d'accompagnement qui est tout à fait complémentaire, c'est-à-dire que les deux se potentialisent en fait, c'est l'accompagnement par le corps. Donc, en l'occurrence, moi j'ai utilisé l'éthiomédecine, qui est un travail sur les mémoires émotionnelles qui ont pu s'accumuler au fil du temps. L'acupuncture aussi est efficace. Et quel que soit le principe d'accompagnement qu'on peut avoir par le corps, c'est un peu, je reprendrai la métaphore de l'acupuncteur, hein, l'idée c'est de refaire circuler l'énergie vitale qui s'est figée en fait. Et comme un acupuncteur vient mettre une aiguille sur différents points de méridien, pour refaire circuler le chi, je parle de chi, je fais du tai chi, c'est pour ça me parle, mais disons l'énergie vitale, en fait cet accompagnement par le corps va permettre de réactiver ça. Puis évidemment quand l'énergie revient, on est sorti du début du burn-out, là on peut à nouveau renouer avec d'autres activités du type la marche, qui va générer aussi l'émission de neurotransmetteurs, de dopamine, etc. Donc par une activité très simple, on peut avoir une efficacité qui est importante. Et quand on a retrouvé un petit peu d'énergie en termes de routine aussi, on peut se projeter un petit peu plus dans un projet et nourrir son projet. C'est-à-dire, si on est arrivé en burn-out, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce qu'on faisait forcément. Donc, ça veut dire que c'est le moment, quand on a récupéré un petit peu d'énergie, de se projeter différemment en se disant par rapport à ce qui a du sens pour moi, comment je me réaligne. Et l'erreur souvent commise, c'est de chercher à nourrir ce projet ou à clarifier un éventuel projet dès le début du burn-out, puisqu'en fait, le burn-out, ça arrive un petit peu par surprise, puisqu'on passe du déni au choc, finalement. Donc, le fait d'essayer d'alimenter un projet dès le début du burn-out ne fait que renforcer le chaos, puisque tout le travail de compréhension, de cheminement et puis de repos aussi n'a pas été fait. Et je dirais qu'en fait, par rapport aux routines, quand tu m'as posé cette question, je dirais que ce qui s'est ancré a posteriori, que je vois maintenant, ce qui s'est ancré pour moi, c'est deux routines ou deux réflexes peut-être
que j'ai gagné grâce à ce burn-out. Le premier réflexe, c'est de me questionner sur quelle est la zone dans laquelle j'agis. Donc vous connaissez peut-être ce schéma avec les 3 cercles concentriques. Le premier cercle au centre, c'est la zone d'impact. Donc quand je suis dans ma zone d'impact, tout ce que je fais, toute l'énergie que je dépense, j'ai la main sur ce que je fais, ça va impacter directement, donc l'énergie que je dépense, je la reçois en retour, elle est efficace. La zone qui est juste autour, c'est la zone d'influence. Dans cette zone d'influence, évidemment, je vais pouvoir lancer des actions, mais je peux les influencer, mais je ne suis pas sûre du retour que je peux avoir sur ces actions. Ça veut dire que je vais investir de l'énergie, mais peut-être je n'aurai pas 100% du retour de mon investissement. Et enfin, la 3e zone, c'est la zone d'usure, qui est une zone très très largement fréquentée par les candidats au burn-out, et qui est une zone où finalement j'ai aucun impact, j'ai la main sur rien, rien ne dépend de moi, donc toute l'énergie que j'investis là, en fait elle est perdue, elle est à fond perdue. Et voilà, et donc quand on est très investi et qu'on veut changer le monde, on peut se trouver très facilement dans la zone d'usure en se disant « mais c'est pas grave, ça va quand même produire quelque chose ». Eh bien que nenni. Si on pense à des micro-routines, c'est-à-dire que pendant la journée, quand tu commences à te sentir fatigué, là je pense notamment à Roselyne qui nous a parlé de tout ce qu'elle fait pendant sa journée, les Miracle Morning. Je pense également à d'autres témoignages sur la respiration, lorsqu'on a peut-être, on entame une réunion et qu'on veut éviter d'avoir des pics de stress. Est-ce que toi aussi tu as recours à ces, ou la visualisation négative qui permet d'anticiper sur les écueils, plutôt que d'avoir une vision très positive et d'être moins préparé? Est-ce que toi tu as recours également à ce type d'astuces qui s'inscrivent peut-être pas dans des routines majeures ou dans la vie de praticien ou de l'exploration de médecine alternative, mais qui peuvent peut-être se ressourcer pendant la journée, dans l'instant T ou dans les besoins? Alors effectivement, il y a déjà les deux points que je mentionnais, c'est-à-dire le réflexe de regarder dans quelle zone je suis en train d'agir pour m'assurer que c'est bien dans ma zone d'impact. En fait, c'est vraiment devenu un réflexe. Et le deuxième élément que j'utilise très fréquemment, c'est de me reconnecter au corps. En fait, le corps sait, il a déjà l'information à la place, enfin, il a l'information avant le mental, en fait. Donc, du coup, ça permet de développer, d'étalonner ses ressentis pour être au clair, en fait, sur ce qui se passe. Donc je vais avoir, mes ressentis se sont développés puisque j'ai commencé à beaucoup plus écouter mon corps grâce au burn-out. Donc ça veut dire que des fois je peux avoir un premier ressenti que je découvre, que je ne connaissais pas, parce que je ne l'avais pas entendu ou il ne s'était pas manifesté. Et je ne sais peut-être pas l'associer à quelque chose. Donc je vais regarder dans quel contexte il arrive ou avec qui je suis en train de parler, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et puis je vais garder ça de côté. Et puis quand il va se remanifester une prochaine fois, je vais faire cette même réflexion de qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi, de quoi on parle, qu'est-ce que je suis en train de vivre, etc. Et au fur et à mesure, donc assez rapidement finalement, je vais finir par étalonner le sens de ce ressenti. Et de ce fait, dès qu'il arrive, pour les fois suivantes, je suis au clair sur ce qui est en train de se passer. Je sais par exemple que la discussion que je suis en train d'avoir, c'est pas du tout OK au niveau de mes valeurs. En fait, quelque chose, je ne sais pas quoi, est en train de se passer, mais il y a une discordance, une incohérence entre ce qui est en train de se passer et mes valeurs profondes. Donc c'est pas OK. Donc c'est pas la peine que j'investisse de l'énergie là. Ou au contraire, je peux avoir un autre type de ressenti qui fait que je me sens traversée par quelque chose, en tout cas je ressens une énergie forte, je vais le dire comme ça parce que c'est plus représentatif de ce que je ressens, et je sais qu'en fait à ce moment-là, la personne, ou ce que je suis en train de vivre avec la personne, parle de quelque chose de très profond, de très juste, et on est lié à
quelque chose qui est lié à l'essence de la personne ou de moi. Donc, du coup, c'est OK. Et puis, ça alimente le fait que je suis en train d'investir cette énergie avec cette personne et c'est juste pour moi. Donc, c'est des réflexes de connexion au corps, en fait, qui se sont installés. Et évidemment, dès que je sens que ça ne va pas, je regarde aussi en quoi ce que je suis en train de faire est en train de me déconnecter de ce que je suis ou en quoi je suis en train de me désaligner, puisque grâce à cette expérience du burn-out, ben je suis vigilante, je suis attentive à ça en fait. Donc, ça passe une position méta très, très fréquente pour, dès que tu as une gale ou un malaise, que tu explores. Je passe l'essentiel de mon temps en méta. Ben voilà, il fallait le dire. Donc, dans cette publication que nous allons remettre en décembre, tu as accepté de nous parler des paramètres inconscients du sens, booster d'énergie. Donc, c'est tout un programme passionnant. Et donc, tu évoques le sens, la physique quantique et l'inconscient. Comment relis-tu ces trois sujets pour des prosaïques? En fait, pour moi, ces trois sujets parlent de la même chose, même si c'est des angles différents, et c'est réuni par le regard systémique. En fait, une fois qu'on a compris que tout était système, et que quand on touche, quand on modifie un élément du système, et qu'on y ajoute un élément, le système se reconfigure en fonction de ce qui a été introduit ou modifié dans le système, ça donne un éclairage tout à fait différent. Et c'est ce qu'amènent par exemple les physiciens quantiques quand ils parlent du vide qui nous entoure. En fait, ils disent que le vide autour de nous, donc concrètement là l'espace tout de suite présent, n'est pas vide, mais correspond à de l'information en suspens. Alors David Bohm, qui est un physicien, parle d'ordre implicite, par opposition à l'ordre explicite, qui est ce qu'on peut voir, ce qui est matériel. Carl Gustav Jung va parler d'inconscient collectif, mais finalement, peu importe le terme que l'on utilise, et les nuances qui sont liées à ça, évidemment, dans ce que ça suppose, mais l'important, finalement, c'est d'être conscient que cette information en suspens est présente partout autour de nous. Et quand on se dit également que nous sommes constitués nous-mêmes de vide, parce que nous sommes constitués d'atomes et d'électrons, et que donc ce vide finalement intérieur ne tient que par la puissance des champs électromagnétiques générés par le nuage électronique, à partir de là, on peut comprendre que ce vide intérieur est en lien avec le vide extérieur et qui a finalement un reflet, une imbrication forte. Et évidemment, la question du sens revient et prend sa place quand on se dit que les pensées et les intentions se matérialisent. Parce qu'effectivement, si je mets une pensée, une intention dans le champ d'information et que ça prend forme donc, dans le champ, donc le champ, c'est un système. Donc il se réorganise en fonction de cette intention-là. Alors, je peux tout à fait concevoir que pour certains, ça soit une idée largement hurluberlue, cette idée de matérialisation de pensée et d'intention, mais en fait, il n'en est rien, parce que ça a été mis en évidence par le docteur Clive Baxter, qui est l'inventeur du détecteur de mensonges, qui a en fait branché des électrodes sur les plantes qu'il avait dans son bureau. Et quand il a cherché comment on pouvait les faire réagir, comme un humain peut réagir par la crainte d'être pris en flagrant délit de mensonge, en fait, quand il a eu l'intention de brûler une des feuilles de la plante, le détecteur de mensonges a réagi de façon très forte. Et il ne s'était pas levé, il n'avait pas brûlé la plante, il était toujours assis à son bureau. Et ce sont des expériences qui ont été reproduites un grand nombre de fois, qui sont toujours reproduites sous formats différents, et qui montrent bien qu'en fait la plante, et donc l'appareil également, a réagi simplement à l'intention, à la pensée qu'il avait eue. Et je rajouterai pour compléter, parce que je trouve que ça amène un éclairage tout à fait complémentaire,
un autre principe de physique quantique qui est l'intrication quantique. Vous en avez a priori entendu parler, sur la droite en tout cas. Le principe, hein, c'est tout simple, c'est qu'en fait, deux particules qui ont été mises en lien, comme par exemple deux photons, deux particules de lumière qui viennent d'une même source de photons, quand on les sépare à très grande distance, au moment où on touche l'une ou on impacte l'une, l'autre réagit instantanément, sans transmission d'informations, ça n'a rien à voir avec la vitesse de la lumière, c'est simplement instantané. Et le physicien, le docteur François Martin, dit que nos inconscients seraient impliqués. Donc là, on voit, avec l'ensemble de ces éléments que j'ai brossés assez rapidement, en quoi ça relie au sens. Par exemple, si je mets... on se trouve par exemple dans une entreprise qui a des pratiques managériales qui peuvent être un petit peu délicates pour certains salariés, qui peuvent mettre certains salariés en souffrance, on va dire. Cette information de souffrance se retrouve présente dans l'inconscient du système. Mais comme les inconscients de chacun sont intriqués avec cet inconscient du système, ça veut dire que cette information de souffrance est perçue instantanément par l'ensemble des salariés. Alors, ça ne veut pas dire que l'ensemble des salariés va réagir, sinon on aurait tout le monde en burn-out tout de suite. Ça veut simplement dire que certains salariés qui vont rentrer en résonance parce que leur inconscient familial, leur histoire de vie, leur contexte fait qu'ils vont rentrer en résonance et que, voilà, tout est, comme disait Tesla, hein, tout est question d'énergie, de vibration et de résonance et de fréquence. Et en fait, donc, certains salariés vont rentrer en résonance avec cette information de souffrance et ça va potentialiser leur état. Donc, ça va peut-être augmenter le niveau de stress, le niveau d'anxiété, voire favoriser les burn-out. Évidemment, si l'entreprise en plus ne communique pas sur le fait qu'effectivement il y a une augmentation de burn-out, et en général c'est le cas, hein, c'est plutôt glissé sous le tapis parce que c'est compliqué à gérer, hein, et quand je dis ça, il n'y a évidemment aucun jugement, c'est un fait. Ce qui se passe, ce qui se produit en plus, c'est que cette information est bien présente, elle est perçue par les inconscients de chaque personne, elle est donc aussi perçue par le corps qui, lui, ne s'occupe pas du mental, mais va être directement connecté à l'inconscient. Et en même temps, le discours qu'on entend rationnel, que la tête, le mental va entendre, est un discours où on dit tout va bien, on avance, etc., où on ne s'occupe pas de cette information. Ça veut dire que ça induit finalement une sensation chez les salariés de non-cohérence, d'incohérence entre ce qu'ils perçoivent, même inconsciemment, et ce qu'ils entendent, et qui peut être générateur de dépenses d'énergie pour se remettre en phase par rapport à ça. Alors là, j'ai pris le cas qui n'est pas très agréable, hein, de souffrance, mais j'entendais Isaac Getz sur l'entreprise altruiste, son dernier bouquin. Ça peut être aussi, sur les entreprises altruistes, ce qui est mis dans le champ, ça peut être la confiance et la volonté de travailler en confiance et en collaboration avec tout son écosystème. Et si effectivement c'est réellement ce qui se passe et que ça ne reste pas que dans les mots, alors du coup ça peut rentrer en résonance avec les inconscients de chaque salarié et potentialiser au contraire leur engagement et leur épanouissement en fait. Toi, est-ce que maintenant que tu nous as expliqué ce phénomène et que toi tu en as parfaitement conscience, tu as travaillé, tu as fait des recherches sur ce sujet et ces paramètres inconscients, est-ce que tu as un exemple ou dans quel état d'esprit te mets-tu quand tu parles en conseil ou comment tu les utilises concrètement, tous ces outils? En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que si on se dit que que nous avons accessible toute cette information dans ce champ d'information autour de nous, ce qui va m'intéresser, c'est l'émergence. Qu'est-ce qui demande à émerger en fait? Qu'est-ce qui est présent et qui va se manifester sous forme de signaux faibles? Donc, quand
j'accompagne une entreprise, ça va être peut-être des signaux faibles liés à la culture de l'entreprise qui va transparaître, aux jeux de pouvoir qui ne sont pas évoqués mais qui sont présents et vécus. Et en fait, finalement, je suis aussi très attentive aux synchronicités qui sont la matérialisation, en fait. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au clair avec la notion de synchronicité. C'est ces deux événements qui n'ont pas de cause commune et auxquels on donne un sens. Par exemple, je pense à une personne et cette personne m'appelle, ou je me pose une question, ou j'ai une problématique, et j'allume la radio, j'ouvre un bouquin, j'ai une discussion avec quelqu'un, et je vais recevoir une réponse à cette problématique. Donc, ou un élément de réponse à cette problématique. Et en fait, ce processus-là, c'est simplement le fait de mettre une information dans le champ, donc une question, une problématique, une intention, et la réponse du champ qui s'est réorganisée et qui produit ce résultat. Et alors moi je suis très attentive à ça, sans chercher à donner du sens à tout ce qui m'arrive à chaque instant, chaque seconde de la journée évidemment, hein. Mais ça s'est matérialisé de façon très concrète quand j'étais donc salariée, que j'avais repris donc le travail. Je recommençais à avoir des signaux où mon corps m'alertait sur voilà, ça s'agitait en fait à l'intérieur. Et mon corps m'alertait sur le fait que je recommençais à me désaligner. Et donc j'ai décidé d'acheter mon nom de domaine. Je me suis dit, à un moment, je vais créer mon entreprise. Mais je ne sais pas quand. Je n'ai pas envie de quitter l'entreprise dans laquelle je suis parce qu'elle est prestigieuse, parce que c'est une belle boîte, parce que ça me donne aussi un confort financier, une image sociale. Et donc toutes ces raisons faisaient que je n'arrivais pas à quitter ma zone, non pas de confort, mais de sécurité. Mais j'ai quand même acheté ce nom de domaine en parlant qu'entre moi-même et moi-même. Donc c'est simplement l'information que j'ai introduite dans le champ, mais que je n'ai pas verbalisée auprès de quiconque. Et en fait, une semaine après, j'ai eu une discussion tout à fait improbable et inattendue avec un des managers, et cette discussion m'a fait comprendre à quel point il était impossible pour moi d'investir de l'énergie voilà, de la façon dont j'avais pu le faire jusque-là. Et j'ai pris instantanément en fait, la décision de partir et de créer mon entreprise, en réalité. Et ce petit coup de pouce de la vie, je pense, puisque c'était juste 1 ou 2 semaines après, donc c'est quand même assez improbable comme hasard, je dirais que pour moi ça a pris la forme d'une synchronicité, donc j'ai mis du sens, est venu être le déclencheur qui m'a permis de me réaligner et de faire ce que je fais aujourd'hui. Alors une dernière question peut-être pour nous qui sommes peut-être moins éclairés ou moins perspicaces en tout cas sur cette compréhension des inconscients. Quelle proposition tu nous donnerais, ou conseil tu nous donnerais pour adapter ces signaux et le sens et l'énergie disponible que nous pouvons avoir? Alors d'abord, tout est question d'expérimentation. Donc je crois que c'est aussi à chacun de se mettre dans cette logique d'expérimentation, d'être à l'écoute de soi, des signaux, de son corps, du champ d'information, de ce qui peut arriver, des synchronicités. Je dirais que, en fait, surtout dans cette période de reconfiguration actuelle, qui se passe au niveau mondial, où le sens global et le sens de chacun est challengé d'une façon ou d'une autre, on pourrait avoir tendance à chercher le sens à l'extérieur. Et le fait de chercher le sens à l'extérieur est, à mon sens, une perte d'énergie. Le sens vient de l'intérieur. Et quand il vient de l'intérieur, alors il alimente notre énergie. J'entendais la semaine dernière, lors d'une conférence, Pierre Rabhi, qui disait, en fait, qu'il s'était posé la question de qu'est-ce qu'il voulait vivre. Est-ce qu'il voulait vivre 6 jours sur 7 en bossant comme un fou pendant 6 jours, avec un jour pour vivre et se reposer et vivre ce qu'il avait à vivre, ou alors est-ce qu'il voulait vivre 7 jours sur 7. Donc il a pris les actions qui allaient dans ce sens-là, il est sorti de sa zone de sécurité,
Et je crois que c'est ça que ça nous invite à faire, pas forcément pour faire comme lui, hein, chacun le fait dans ce qui a du sens, mais il est resté connecté à son sens et malgré la difficulté de ce qu'il pouvait vivre, il a gardé en fait son énergie parce qu'elle était toujours alimentée par le sens. Et je crois que c'est ça, c'est le sens de nos actions en fait qui nourrit notre énergie et le fait de penser à nos actions à court terme, à moyen terme, à long terme, pas juste devant en fait. Le sens, c'est pas instantané et on est dans un monde assez instantané qui nous décale de notre sens profond, je crois. Donc se recentrer sur une logique avec un peu plus de perspective et de faire en sorte que ça parte de l'intérieur de soi plutôt que d'attendre de l'extérieur, ça fait partie, à mon avis, des clés qui nous permettent de conserver notre énergie et de l'augmenter. Un grand merci Bénédicte pour ce témoignage. Vous avez des questions pour Bénédicte? D'abord, merci pour ce témoignage. Vous nous avez dit que vous avez cherché à travers essentiellement deux voies qui étaient l'analyse et votre corps, des manières de mieux comprendre ce qui se passait. Mais vous n'avez pas cité dans votre démarche une quête d'aide ou de compréhension dans votre environnement amical, familial ou autre. Effectivement, je crois que quand on est en situation de burn-out, c'est très compliqué pour l'entourage. La personne en burn-out vit une vraie situation difficile et l'entourage aussi vit une vraie situation difficile où elle ne comprend pas ce qui se passe. Personne ne comprend ce qui se passe pour l'autre en fait. J'ai eu une grande chance, c'est que moi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'ai pu m'appuyer en fait sur ma famille, sur l'homme de ma vie et puis sur mes enfants. Et vous avez tout à fait raison de préciser ça, parce que je crois profondément, et c'est ce que j'ai expérimenté, que nos enfants sont des vrais guides de vie. Et par les feedbacks qu'ils m'ont fait, ils m'ont fait faire de grands pas, en fait. Et évidemment, mon conjoint également. Après, c'est vrai que tout dépend. Cet appui est possible en fonction du niveau de compréhension et d'acceptation de l'entourage sur cette situation de burn-out. Merci Bénédicte, un grand merci pour ce témoignage. Et merci.